Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci d'être des nôtres pour ce nouveau numéro de 100% Bénin, votre émission débat. S'offrir 3 repas par jour au Bénin, un pari de plus en plus intenable pour nombre de familles sous la République. La fameuse boutade serrer la ceinture du chef de l'État, Patrice Talon, lancée en novembre 2016 dans la partie septentrionale du pays, sonne toujours en écho, telle une alerte. Un an après. Et pour bien des observateurs, le panier de la ménagère pourrait s'amenuiser davantage dans les tout prochains jours. Les dettes contractées et celles à venir, dit-on, n'augurent rien de bon. Elles ne seraient pas de nature à aider à servir à court terme dans les assiettes les repas copieux annoncés et attendus du grand nombre. Pure affabulation, ces interprétations où il faut craindre réellement le pire. S'attendre à voir s'élargir effectivement les poches de pauvreté. 2 principales préoccupations autour desquelles se fera l'émission du jour. Thème au menu, problématique de l'endettement sous la gouvernance Talon. Un handicap à la croissance économique et donc au mieux-être collectif. 2 analystes pour apporter leurs appréciations. On les retrouve juste après la revue de presse. Comme chaque vendredi, il s'est une nouvelle fois intéressé à l'actualité telle relayée par les canards. Ce jour-ci, il annonce Johannes Toanon prêt à nous faire le point de sa moisson. Johannes Toanon, bonjour. Joël Tondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Toujours croustillant. La revue, comme tous les vendredis. Tout à fait, Joël Tondi. Une actualité plutôt riche. On sait que le Bénin, actuellement, c'est le Bénin des affaires. Affaires CNSS par-ci, affaires tel autre nom par-là. On peut aujourd'hui parler de l'affaire MTN, puisque c'est ce que nous retrouvons en manchette du quotidien. On a hâte de découvrir. Je vous laisse plutôt le plateau. Voilà, le confrère de la matinée qui affiche donc en manchette « Expulsion de Stephen Blewett, le DG MTN, persona non grata au Bénin ». C'est une interrogation. Je n'ai encore reçu aucune notification, affirment les intéressés. L'Afrique en marche confirme MTN Bénin, Stephen Blewett, persona non grata, les exigences de la rupture contraire à son cahier de charge. Une seconde interrogation en manchette de l'Afrique en marche. Matin libre à présent, traque des hommes d'affaires, le faux prétexte des impôts, et puis affaire CNSS, mettons à la BEF ce jour. Point média, projet de loi de finances 2018, des mesures fiscales étouffantes pour les privés. Le social n'est toujours pas au programme. Les députés doivent jouer leur rôle de représentants du peuple. Le gouvernement encourage le secteur informel. Et puis la dépêche, arrêté ministériel d'expulsion. Le directeur général de MTN interdit de séjour au Bénin. Cocorico Info, le gratuit béninois, pour activités attentatoires à la sécurité et à l'ordre public, selon le MISP, le DG MTN, indésirable. Il a encore 7 jours pour quitter le Bénin. La Nouvelle Tribune, pour mettre un terme à la revue des titres, pour non-paiement de redevances annuelles de gestion et d'utilisation de fréquences, MTN menacé de perdre sa licence, son DG sommé de quitter le pays. Un précédent grave pour le secteur privé. C'est un constat de la Nouvelle Tribune, le communiqué qui contredit le gouvernement, c'est à lire dans les colonnes toujours de la Nouvelle Tribune. Joël Tondi, ce sera tout pour la revue des titres. Merci Joanne Toanon. Vous parliez d'affaires, oui. Affaire, ici, il s'agit vraiment d'une affaire. Quand on s'en tient à la une des journaux tels relayés, mais que se passe-t-il réellement avec ce promoteur? Alors, Joël Tondi, quasiment tous les journaux que nous avons parcourus aujourd'hui en ont parlé, pratiquement en manchette. Donc, c'est une affaire qui intéresse beaucoup. On a vu circuler hier un peu sur les réseaux sociaux cette note, cet arrêté du ministère de l'Intérieur qui somme le DG MTN, Stephen Blewett, de quitter le pays, je crois, au plus tard dans 7 8 jours. Bon, 8 jours à la journée d'hier et donc 7 jours à compter d'aujourd'hui. Ce qui a surpris, c'est
les motifs avancés par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Surpris, vous dites, j'ai cru comprendre qu'il y a des actes attentatoires à la sécurité. Voilà, je dis surpris parce que quand on parle d'actes attentatoires à la sécurité, c'est que normalement, on devrait peut-être employer des moyens plus hardis. Vous voulez parler d'une expulsion immédiate, par exemple? Une expulsion immédiate ou peut-être prendre la personne de façon à l'isoler ou à l'empêcher de continuer, parce que si vous donnez 7 ou 8 jours à une personne qui est censée commettre des actes attentatoires à la sécurité, il y a lieu de se poser des questions. Ce qui est sûr, pour l'heure, on ne peut pas mettre en doute, je crois, à la sincérité des autorités béninoises qui estiment que le DGMTN commet des actes attentatoires à la sécurité. De quel acte s'agit-il? J'imagine que nos téléspectateurs voudraient bien savoir. Oui, il faudrait être, à l'heure où nous parlons, dans le secret des dieux pour affirmer... Officiellement, donc, il n'y a pas d'information. Officiellement, il n'y a pas d'information. Ce qui est sûr, je crois, l'arrêté est laconique. Il n'y a pas suffisamment d'éléments dans l'arrêté pour savoir ce qu'on reproche concrètement au DGMTN. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y aurait des brouilles entre l'exécutif et le groupe MTN par rapport à une dette que MTN devrait avoir à payer à l'État béninois. On ne sait pas si c'est lié à cette affaire d'expulsion. Ce qui est sûr, c'est que le DGMTN dispose encore de 7 jours au Bénin pour, pourquoi pas, refaire ses affaires ou ranger ses valises. J'ai entendu là, dans le compte-rendu, parallèlement, un journal dit que le promoteur pourrait perdre sa licence. C'est un risque, puisque si le directeur général d'une aussi grande structure est sommé de quitter le Bénin, c'est que forcément, il y a des choses à lui reprocher qui soient en rapport avec le groupe MTN. Vivement des précisions pour nos téléspectateurs, mais aussi pour les abonnés, j'imagine, la crainte, l'inquiétude. La crainte et l'inquiétude surtout parce que beaucoup de Béninois, vous savez, sont abonnés à ce réseau-là, l'adoptent, que ce soit pour les transactions financières. Il y a merci à vous, collègues. Merci, Johannes voilà. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Excellent week-end à vous, mesdames, messieurs. Merci et à très vite. Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci d'être des nôtres pour ce nouveau numéro de 100% Bénin, votre émission Débat. S'offrir 3 repas par jour au Bénin, un pari de plus en plus intenable pour nombre de familles sous la République. La fameuse boutade serrée, la ceinture du chef de l'État, Patrice Talon, lancée novembre 2016 dans la partie septentrionale du pays, sonne toujours en écho, telle une alerte un an après. Et pour bien des observateurs, le panier de la ménagère pourrait s'amenuiser davantage dans les tout prochains jours. Les dettes sont contractées et celles à venir, dit-on, n'augurent rien de bon. Elles ne seraient pas de nature à aider à servir à court terme dans les assiettes les repas copieux annoncés et attendus du grand nombre. Pure affabulation, ces prises de position où il faut craindre réellement le pire. S'attendre à voir s'élargir les poches de pauvreté. 2 préoccupations majeures autour desquelles se fera l'émission du jour. Thème au menu, problématique de l'endettement sous la gouvernance Talon, un handicap à la croissance économique et donc au mieux vivre. 2 analystes pour apporter leur appréciation. L'un aguerri sur des questions d'ordre économique et l'autre politique. Le premier, Kazmi Pedjo, journaliste, il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Pedjo, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Tout le plaisir pour moi. En face de vous, quelqu'un que vous connaissez très bien, Constantin Amoussou, homme de lettres, un observateur très averti des questions d'ordre socio-économique et politique. Il nous accompagnera durant les 45 minutes. Constantin Amoussou, analyste politique, il est. Bonjour et merci pour la disponibilité. Merci. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Gouvernance économique sous Talon, les choix et stratégies opérées peinent à faire consensus, quoique portés par des économistes chevronnés au sein du pouvoir. Ils sont de temps à autre décriés par certaines voix du monde des affaires. Désormais s'en mêlent des acteurs politiques dans des déclarations à faire dresser les cheveux
sur la tête. Nous allons, chers invités, mesdames, messieurs, ouvrir le débat avec cette intervention de l'ancien conseiller spécial de l'ex-chef d'État, Thomas Boni-Yayi. Il s'agit d'Amos El-Legbe. Avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir le suivre. Très peu de gouvernements dans la zone d'Ivoire ont recours à des emprunts obligataires. Pourquoi? Parce que c'est un taux d'intérêt de 8%, 7 à 8%. Et vous remboursez à des durées très courtes, maximum 7 ans. En 10 ans, Yaïboni a utilisé 4 fois. Aujourd'hui, Talma a fait 7 fois. Et nous sommes à près de 600 milliards. Ça, c'est la première source d'information qui gêne. De nombreuses taxes auxquelles notre peuple a été soumis. Ces nombreuses taxes sur les véhicules, sur tout ce que nous faisons, les petites entreprises, les moyennes entreprises, les petits vendeurs, les impôts que l'on prend partout là, on veut connaître le produit de tous ces taxes-là. Le montant, aussi le nombre de marchés de gré à gré. Que Talon a fait au profit de ces 50 sociétés qu'il a créées lui-même. Mais au moment où il crée ses propres sociétés, il les donne des exonérations qui ont des coûts. Et ces coûts-là, on les sait aussi. On connaît ces coûts-là aussi. Maintenant, la privatisation des sociétés d'État maintenant, les entreprises publiques et même privées. En contrepartie de quoi on a privatisé tout ça là? L'aéroport, on a privatisé tout ça, la Sonapra. Pourquoi? Dans ces conditions-là, nous savons combien ça génère. Mais si j'en parle, c'est parce que tout dernièrement, le chef de l'État dit quelque chose, et si on ne vous explique pas, ça serait grave. Le chef de l'État dit qu'il paie les salaires sur crédit bancaire. Au total, aujourd'hui, ils ont déjà levé, ils sont endettés pour 1400 milliards de francs CFA. Lorsque vous êtes endetté pour 1400 milliards de francs CFA, comment peut-on alors expliquer qu'on paye les salaires sur crédit bancaire? Et c'est l'énigme, ça. Et ces questions sont simples. Tout simplement parce que le président de la République s'est rendu justice. Il a pris l'essentiel de tous ces facteurs pour payer ses droits à lui. Sans la justice, sans l'administration, sans le peuple, dans ces conditions-là, il n'a plus d'argent, assez d'argent pour payer les salaires. Si on s'était, bientôt les travailleurs n'auront pas les salaires. Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi, Amos El-Legbe dans sa verve qui lui est propre. Kazmi Pidjo, votre réaction à Blanc? La réaction est la suite de points. Le patriarche, le sage, a parlé. Il a révélé un certain nombre d'informations qu'il faut vérifier, qu'on a vérifiées. Le patriarche a joué son rôle, le rôle qui est le sien, alerter donc l'opinion publique sur un certain nombre d'actions que certainement le gouvernement en place est en train donc de commettre sur les finances publiques. Enfin, le second point de mon analyse, c'est que le patriarche n'a pas toutes les informations, sinon que certaines informations lui manquent pour véritablement jouer le rôle de ce leader d'opinion qui parle pour une masse qui comprend donc ce qu'il est en train de dire. Parce que lorsque vous vous mettez à parler d'emprunt obligataire à un peuple à 70% analphabète à qui vous communiquez, vous devez pouvoir expliquer ce que c'est qu'un emprunt obligataire. Vous devez pouvoir expliquer à ce peuple que l'emprunt obligataire a été introduit dans nos habitudes seulement en 2014. Donc on ne peut pas parler d'une durée de 10 ans de Boni-Yayi qui n'a fait que 4, encore que ce n'est pas 4, c'est 7 au total pour Boni-Yayi. Et il aurait pu donc communiquer autour du montant en 2 ans de Boni-Yayi et en 1 an de Patrice Talon, que sa comparaison, son analyse aurait été beaucoup plus poignante. Son analyse aurait été un peu plus objective en termes d'information. Donc voilà, sur le vif, ce que j'ai à dire par rapport à ce qu'il a dit. Mais dans le fond... Le contenu, on va apprécier dans quelques minutes, si vous permettez. Je vais rapidement écouter d'abord Constantin Amoussou, votre réaction. Très bien. Oui, il a dit beaucoup de choses et on peut prendre pêle-mêle les éléments pour intervenir là-dessus. Mais pour ouvrir le débat, il faut commencer par apprécier un élément très important, à savoir
les emprunts obligataires. Mais de façon générale, parce que le thème de notre entretien du jour, c'est sur la dette publique dans notre pays, donc comme instrument de gouvernance sous le régime de Talon, il faut commencer par dire que la dette est par principe un des modes de financement de l'économie. Et donc, il n'y a pas en principe de problème à l'idée que l'on recourt à quelques formes de dette et en particulier aux emprunts obligataires pour financer l'économie. Il reste que nous sommes en devoir en tant que citoyens de nous interroger sur la fréquence, sur le taux et sur les résultats de l'action économique. Parce qu'il faut le rappeler, la loi de finances et l'instrument qui en découle comme le budget n'est pas un élément abstrait, c'est un moyen dont dispose l'État pour régler les problèmes économiques et sociaux qui se posent à son fonctionnement. Gaston Diès le dit d'autant c'est bien qu'il utilise une formule qui est restée dans l'histoire, à savoir l'état des charges, il faut les couvrir. C'est pour cela que les citoyens n'ont pas souvent et n'ont pas toujours à ronchonner de devoir payer des impôts, de devoir verser des taxes. Mais ils ont le devoir de s'interroger a posteriori sur les destinations vers lesquelles ont été orientés les taxes et les impôts qu'on a prélevés auprès d'eux. Monsieur Amos Elegbé a rappelé que de nouvelles taxes, que de nombreuses taxes ont été créées. Et lorsque l'on fait même le point même du budget de l'État qui s'est élevé à plus de 2010 milliards, ils ont estimé eux-mêmes que le déficit dans le financement de notre budget, dans la loi de finances pour l'année 2017 en cours, est de 12,7%. C'est-à-dire bien au-delà du taux raisonnable, par exemple, qui tournerait autour de 3, 4, 5%. En conséquence, on peut se demander de façon juste, mais pourquoi a-t-on recouru autant à l'endettement pour financer notre économie? Et s'il y a un motif à cela, où sont passés les résultats? Je vous donne un exemple. Lorsque les pays de l'Europe et de l'Amérique sortaient de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait recours de façon très accrue à l'endettement à travers un mécanisme que Keynes a désigné d'ailleurs, dont John Maynard Keynes était l'un des apôtres, appelle le mécanisme du déficit systématique. C'est-à-dire qu'on s'est autorisé à dépenser au point de s'endetter au-delà des normes qui sont requises parce que cela avait vocation à relancer l'économie. Et donc, en tablant sur le déficit systématique, l'on table sur la relance de l'économie à travers les grands travaux. Mais nous sommes à nous interroger pour savoir quels ont été les grands travaux qui ont été réalisés au Bénin entre le 1er et le 20e mois où le chef de l'État et son équipe sont assises. Et c'est justement là que nous sommes interloqués de savoir que non seulement son ministre de l'économie et des finances est perçu comme un homme qui a un grand carnet d'adresses, qui a un parcours intéressant d'un point de vue du monde des finances, qu'il est encadré par ailleurs par un ancien ministre de l'économie et un ancien ministre du développement de l'économie par ailleurs. On est interloqué de savoir qu'en 20 mois, c'est-à-dire sur le tiers de son temps, le gouvernement en a pour 60 mois à la tête de l'État. Donc, qu'il ait parcouru, qu'il ait cheminé 20 mois durant, sans que nous soyons en mesure d'indexer telles et telles infrastructures, pour dire, mais voilà, par exemple, au titre du programme d'investissement public, ce qui a été fait pour le compte de l'année 2017 avec l'argent de l'État. C'est là le drame. C'est là le drame. Où est-ce que l'argent est passé? Où est-ce que l'argent est passé? L'interrogation apparaissait en filigrane à travers l'intervention du patriarche, comme Casmi l'a appelé tout à l'heure. Donc cette sortie, pour vous, vient à point nommé, c'est cela? Oui, elle vient totalement à point nommé parce que le citoyen sent des difficultés énormes quotidiennement. Le chef de l'État, le chef de l'État a appelé à se serrer la ceinture. Mais personne n'a pu échapper à personne qu'à chaque conseil des ministres, on a parlé de montants astronomiques en termes de milliards, décaissés au profit de ceci, décaissés au profit de cela. Et lorsque le citoyen assis chez lui, en difficulté pour le pain quotidien, en difficulté pour se soigner, en difficulté pour se loger, c'est-à-dire payer son loyer, en difficulté pour scolariser son enfant, en difficulté de façon générale pour survivre, regarde la télévision et entend
sur son téléphone et lit que des montants astronomiques de plusieurs milliards ont été décaissés, qu'on a exécuté le programme d'action du gouvernement qui a tout l'air d'être devenu une coquille vide, mais qu'on l'a exécuté à 1800 milliards près, il se demande qu'est-ce que l'on a fait avec l'argent. Moi, je peux vous reposer la question à vous, parce que vous êtes citoyen du Bénin. Je regarde où sont les chantiers. Où sont les chantiers qu'on a exécutés depuis près de 20 mois que l'équipe du chef de l'État se trouve là. C'est une question qui demeure et que beaucoup vont poser. Avec votre permission, je ne vous interromps pas. Merci. Je dis à Kazmi tout à l'heure qu'on reviendrait au contenu qu'il a voulu amorcer. Et Kazmi appréciait un peu la démarche dans la démonstration du patriarche et trouve que oui, sur un certain nombre de questions, il y a lieu d'apprécier de plus près. Bien sûr, Joël, et je m'inscris parfaitement dans tout ce que mon vis-à-vis vient de dire. Je dis oui, la dette, c'est un moyen légal que tous les gouvernements, tous les systèmes économiques se donnent comme moyen de dotation de finances pouvant permettre d'atteindre un objectif. Et vous savez, en Afrique, le premier pays le plus endetté s'appelle l'Égypte. À la date du 31 décembre 2016, l'Égypte était à plus de 250 000 milliards convertis à notre devise CFA de dette publique. Le pays le plus endetté au monde s'appelle les États-Unis. Les États-Unis. Et la France vient en 3e position en termes d'endettement. C'est pour vous dire quoi, la dette, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comme il a dit, quel est le résultat? Et c'est là que je reviens au patriarche, je dis, on ne peut pas nous dire qu'on a fait un budget. On a exécuté un budget de 1100 milliards en 2016, plus, sinon cumulé à un budget de 2010 milliards en 2017, exécuté à hauteur de 1800 milliards, parce que le budget de 2016 est bouclé, consommé entièrement. Donc, quand on fait 1100 milliards plus 1800 milliards, nous sommes à la lisière de 3000 milliards et qu'on n'a aucun résultat. Je dis bien aucun. Parce que jusqu'à présent... Est-ce que l'analyste mesure la portée de ce qu'il dit? Le gouvernement... Non, écoutez, suivez bien ce que le ministre du Plan a dit, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. C'est en 2018 ils vont démarrer leur chantier. C'est ce qu'ils ont dit. Ça veut dire jusqu'à présent, c'est les chantiers de leurs prédécesseurs, ils ont exécuté jusqu'à présent. C'est la lecture que vous en faites? Aussi simple. On n'a pas besoin de faire la Sorbonne. On n'a pas besoin de faire les grandes universités pour comprendre. En 2018, nous démarrons nos chantiers. Qu'est-ce que vous avez fait alors en 20 mois? Ça a été la continuité. Donc vous avez exécuté en 20 mois, sur près de 3000 milliards, vous avez exécuté des chantiers dont le budget est déjà bouclé. Et dont les travaux ont été déjà lancés. Mais c'est ce que ça veut dire. Mais c'est ce que ça veut dire. Donc, comme pour relancer la question de Constantin, où sont passés alors les sous? Où sont passés les sous? Alors, ils me diront que dans un budget de l'État, il y a ce qu'on appelle les dépenses de l'État et il y a ce qu'on appelle les dépenses en PIP, c'est-à-dire Programme d'investissement public. Alors, quand on va enlever les dépenses de l'État, les charges fixes de l'État, de cette cagnotte de 3000 milliards, je suppose que ça ne dépasse pas 1000 milliards, ces dépenses-là en 2 ans. Alors, où sont passés le reste? C'est de ça qu'il s'agit, il faut avoir le courage de le dire. Et donc, quelle est la nature aujourd'hui de notre politique d'endettement? Est-ce que nous nous endettons pour être riches, comme l'Égypte que je viens de citer? Parce que je n'ai pas à comparer deux choses incomparables. Si je dis que l'Égypte est le pays le plus endetté, c'est que je peux aussi dire que l'Égypte est quand même un repère en termes donc, de développement sur le continent. Oui, et donc, la réponse à votre question a eu de réponse. Oui, la réponse à votre question, ça a été clairement dit par l'exécutif. Il est question du faire du Bénin le véritable Eldorado des années à venir. Cessez avec les incantations. Écoutez, ce ne sont pas des incantations. Quand vous avez des dirigeants d'un certain parcours, et vous l'avez dit tout à l'heure, au passage, on parle de Biotchane, on parle de Koupaki, et bien d'autres qui ont prouvé ce dont ils sont capables à d'autres fonctions. En quoi faisant? Et le rêve aujourd'hui, en quoi faisant? Puisque
Ça a été dit, et vous n'allez pas nous démentir. Le chef a rappelé, le ministre de la Gendarmerie nationale... ministres dont vous parlez là, oui. les deux ministres dont vous parlez, Abdoulaye Tchane, son propre budget, exercice 2017, il ne l'a pas exécuté à la date d'aujourd'hui, il ne l'a pas encore exécuté à 55%. Qu'il soit honnête envers lui-même, qu'il se regarde cadre, pontin du gouvernement, cadre du FMI, et nous dit la vérité. Il ne l'a pas exécuté encore à 55%. Et son second, Koupaki, lui, allez voir, est-ce qu'il a même un ministère? Allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est ce que vous appelez la gouvernance au Bénin, ça? Son budget, c'est 3 milliards. Seulement. Sur 2010 milliards. Il va faire quoi? Et vous avez un département aujourd'hui qu'on appelle département d'État chargé de la présidence, quelque part dans le Nord. C'est ça là, vous appelez un ministère? Non, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas des cadres qui sont utiles au développement de leur pays. On est en train de mal les utiliser parce qu'ils n'ont pas la liberté d'exercer. Et donc, nous parlons ici en termes donc, de dette du pays. Qu'est-ce que nous faisons avec tant de milliards? Écoutez, la dette publique du Bénin aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, enfin, au 30 septembre 2017, s'élève déjà à près de 3 500 milliards. Pour un produit intérieur brut d'environ 5 010 milliards. Quand vous faites le ratio, nous sommes à 69%. Alors que la norme communautaire est de 70%. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous, Béninois, vous devez venir chez moi, Casimir Pédior, vous endetter, c'est que sur 100 francs, vous ne pouvez pas emprunter. Enfin, je ne peux pas vous remettre plus que 70 francs. Sur 100 francs de votre capacité. Parce que je ne peux pas vous remettre de l'argent. Vous ne pouvez pas me demander 100 francs, je vais vous donner 1000 francs. Vous n'avez pas besoin de 1000 francs, vous avez besoin de 100 francs. Donc, la norme communautaire voudrait que nous puissions nous endetter à hauteur de 70% de notre PIB. Notre PIB est de 5 000 et quelques poussières milliards de francs CFA. Et nous avons déjà atteint 3 500 milliards en termes de dette. Ça veut dire que nous sommes à 69, poussières. Nous avons dépassé la limite. Parce qu'il y a une limite que le FMI et la Banque mondiale ont fixée à ces pays-là. Ils disent, la norme communautaire est de 70%. Mais vous n'avez pas l'autorisation de dépasser la lisière des 60%. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à 60%, vous devez comprendre que le signal est déjà au rouge. Et vous devez commencer par travailler pour faire baisser. Vous voyez déjà le Bénin en surendettement, c'est ça? Nous sommes en surendettement. Puisque déjà notre dette nous amène déjà à 2053. À la date d'aujourd'hui, le Bénin pourra rembourser tout ce qu'il a en termes donc de dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure, la dette en devise locale, dont les emprunts, les bons de trésor, tout ce que vous voulez, plus la dette extérieure, la dette donc contentée dans les autres devises, c'est-à-dire euro, dollar, yen, tout ce que vous voulez, yuan, tout ce que vous voulez. Quand on cumule tout ça, nous sommes à plus de 3 500 milliards. À la date d'aujourd'hui. Et pour rembourser ces 3 500 milliards, nous sommes en 2053. C'est-à-dire quoi? Patrice Talon a engagé, et ses ministres ont engagé nos petits-fils. Nos petits-fils vont rembourser ce qu'eux sont en train de faire maintenant. Maintenant, est-ce que nous, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, nous avons laissé un héritage pour qu'en 2053, ces petits-fils puissent voir quelque chose? Je donne un exemple simple. Ils ont dit qu'ils ont réalisé des infrastructures. Pensez-vous aujourd'hui que nous avons un hôpital qui puisse tenir debout jusqu'en 2053? Non. Non. Pensez-vous aujourd'hui au Bénin que nous avons des infrastructures routières qui puissent nous tenir jusqu'en 2053? Non. Non. La voie à Kassato-Godomin est déjà en dégradation. Ça se décompose déjà. Le bitume est déjà en décomposition. Et ils ont commencé déjà à faire des fissures, des rafistolages sur la voie. Dites-moi, quelle est l'infrastructure réalisée aujourd'hui au Bénin qui puisse nous amener en 2053? Donc, notre politique d'endettement nous appauvrit. Le Bénin s'endette pour s'appauvrir. Alors que la logique aurait été qu'on s'endette pour s'enrichir. Les États-Unis s'endettent pour s'enrichir. La Chine s'endette pour s'enrichir. Mais nous nous endettons pour nous appauvrir. Est-ce qu'on fait quand même bien de chercher chaque fois à comparer le Bénin à ces grandes nations? Le Bénin qui a aussi de grands rêves avec des dirigeants qui l'ont matelé plus d'une fois, assoiffé d'ici
ce pays dans le grand cercle des nations qui font aujourd'hui la fierté du continent. Il faut quand même casser les œufs pour pouvoir en arriver à faire l'omelette dont tout le monde rêve. Oui, on peut ramener la balle à terre si vous voulez et chercher des pays de la sous-région auxquels nous nous comparerons à juste titre. Et on peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire du vieux Oufoué. Parce qu'on le sait, le vieux Oufoué a beaucoup fait recours à la dette comme moyen de financement de la construction de son pays. Mais c'est à ce prix qu'il a fait de son pays un éléphant. Mais alors vraiment un éléphant géant. Et lorsque vous voyez, même après la guerre, les infrastructures héritées du vieux Oufoué, et lorsque vous voyez après la guerre, les efforts qui se font dans la continuité par son lointain successeur en la personne du président Ouattara, vous sentez que l'on est en face de personnes qui portent la responsabilité de l'État, qui savent qu'ils doivent construire pour les générations à venir, qui savent qu'ils ne doivent pas laisser un héritage entre les mains de leurs enfants et de leurs petits-fils. Je ne vais pas vous laisser continuer avec ces mots. Mais vous ne voyez pas des États, des responsables plutôt soucieux de construire à long terme pour la génération lorsque le chef de l'État du Bénin, d'un Bénin qui ne sort pas de la guerre, dit que c'est au prix de l'endettement que lui paie les salaires, on doit s'interroger sur la gouvernance de notre pays. Parce que la dette, les caisses de l'État étaient vides, il a dit. Mon cher ami, lorsque le président Mathieu Kérékou se faisait succéder par Boni Yayi en 2006, nous avions entendu un discours qui était semblable à cela. Et nous avons même des raisons de penser que le Bénin était si mal gouverné que l'État, que la plupart des indicateurs étaient au rouge. C'est un discours d'abord politique, pour des pouvoirs qui succèdent à d'autres, de dire que l'héritage qu'ils sont venus voir est sombre. Il est vrai, pour une bonne partie, que les dernières années du gouvernement de Boni Yayi, comme de ses prédécesseurs, ont été un peu orientées vers des actions politiques, donc au détriment de la construction économique, infrastructurelle de notre pays. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut redouter la gouvernance actuelle. Il faut la redouter, d'autant surtout que si elle se conduisait ainsi, nous allons rentrer d'ici quelques semaines, nous allons rentrer d'ici quelques petites années dans 3 années électorales, 2019, 2020, 2021, 3 années électorales. Et donc, il se fait que si notre pays continue à être gouverné comme il se gouverne en ce moment, eh bien, les 3 années qui vont suivre, étant des années électorales, on ne peut se trouver qu'à engager des dépenses à intérêt électoraliste. Qu'en conséquence, plutôt que de construire le pays, on va tomber dans un piège pire que celui que nous étions en train de redouter, à savoir utiliser les 3 années qui arrivent à enchanter des politiques et donc à préparer la succession, d'autant même que le chef de l'État, lui, a laissé entendre qu'il a déjà peut-être commencé à aviser qu'en conséquence, il se présenterait à nouveau en 2021 pour un second mandat. C'est pour cela qu'on est préoccupé. S'endetter à ce point pour payer des salaires. Et nous avons entendu, et chaque fois que l'on voit les ministres, le ministre de l'économie et les autres acteurs qui gèrent notre pays venir monter au créneau, ils nous rassurent et ils nous disent, n'ayez crainte, le pays se gouverne bien, les indicateurs sont ci, etc. et tout. Mais nous sommes des citoyens. Et le premier indicateur, d'abord de la santé de l'économie, c'est le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. En conséquence, on peut s'interroger et se demander, mais comment peut-on alors oser dire, oser affirmer que le pays se porte bien alors que le panier de la ménagère se sent si frustré? Le ministre Pascal Irénée Koupaki, dans ses fameux livrets bleus, avait utilisé une allégorie qui me remonte encore à l'esprit. Laquelle? Il dit que pendant 7 ans, il était dans une équipe. Que dans cette équipe, ils ont mis une marmite au feu. Ils ont mis des fagots de bois et ils ont attisé. Ils ont mis beaucoup de feu. Ils ont attisé. Mais à terme, ils avaient le sentiment que, en dépit de ces fagots de bois, en dépit des ingrédients,
on avait le sentiment que le repas dans la marmite ne cuisait pas, n'arrivait pas à ébullition nécessaire pour être servi à la population. Puis alors, il pose une question, il dit, mais si à la fin, il n'y avait dans la marmite au feu que des cailloux, le chef de l'État lui-même a laissé entendre à Parakou l'année dernière qu'il y a une marmite au feu, que nous avons à serrer la ceinture. Aujourd'hui, 20 mois après, on en est à s'interroger et à lui demander si par hasard, il n'aurait pas encore comploté avec ses amis d'hier et qu'alors il n'aurait pas mis une marmite remplie seulement de cailloux au feu. Kazmi Pedjo, est-ce qu'il y a de raisons fondamentales à douter du contenu de la marmite, ou constater que les conditions d'accession au gibier idéal ont été si dures que la viande était si tendre qu'il fallait encore un peu plus de temps pour en arriver à la cuisson? Il n'y a que de l'eau dans la marmite. Il ne faut pas aller chercher loin. Il n'y a que de l'eau dans la marmite. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Il n'y a rien dans la marmite. S'il y en avait, on devrait s'endetter pour s'enrichir. Vous allez comprendre. Cette allégorie-là, vous allez comprendre. Vous savez, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est donc l'instrument par excellence de garant donc de la monnaie, de toute la politique monétaire des 8 pays de l'UEMOA, a sorti ces statistiques la dernière fois. Et j'ai été chercher. Et ça révèle quoi? Parce ça que révèle déjà c'est les données un peu rares. En termes d'inflation, oui, le Bénin a atteint le taux de 3,5% en termes d'inflation. Exactement les friches. Dans un français facile, pour que tous les téléspectateurs puissent comprendre ce qu'on appelle taux d'inflation. Le taux d'inflation, c'est comme tout ce que le chef de l'État dit, serrer les ceintures. C'est un peu comme votre introduction, 3 repas par jour. On n'arrive plus aujourd'hui à s'offrir les 3 repas par jour. On ne parle pas encore de la qualité, mais les 3 repas, c'est difficile. Allez aujourd'hui dans les marchés, vous allez entendre les cris de détresse des marchands. C'est ce que l'inflation, la BCA a ressorti. Et à dire qu'aujourd'hui, le Bénin a 3,5%. 3,5% pour une norme communautaire de 3%. C'est-à-dire quoi? Les pairs, tous les pays de l'UEMOA ont dit, nous allons faire en sorte que si la situation est dure pour notre population, si aller et venir est dur, manger c'est dur, se soigner c'est dur, les populations sont en souffrance, on ne va pas atteindre le taux de 3%. Le taux de 3% de notre PIB, nous ne devons pas atteindre ça. Même s'il y a ces situations. Même s'il y a ces situations. Ils sont même allés plus loin, ils ont dit, même si nous sommes en pays de guerre, en pays de tension, s'il vous plaît, faisons l'effort de ne jamais opprimer, c'est-à-dire mettre la population dans un état au point où 3% de PIB, nous ne puissions atteindre. Tous les pays l'ont respecté jusqu'à Le Bénin y avait souscrit? Le Bénin, nous sommes membres de l'Union. Et mieux, ce taux-là, cet indicateur-là, a fait tache d'huile au niveau de l'Afrique. D'autres régions l'ont adopté, telles que l'Afrique centrale, en fait. Les pays de la CEMAC l'ont adopté, et bien d'autres. Ils ont dit, nous restons au niveau de la marge des 3% de taux d'inflation. Je vous dis, la Guinée-Bissau, qui est un pays en difficulté politique, a un taux d'inflation, selon la BCAO, de 2,4%. Je vous dis, la Côte d'Ivoire est en dessous de 0,8%. Et le Togo? Le Togo est autour de 2,7%. Le Sénégal, 2,5%. Voilà ceux qui approchent le taux de 3%. Donc, aucun pays n'a atteint les 3%. Mais le Bénin, pour notre bon vouloir, de vouloir du bien de ce peuple, on est allé à 3%. Et vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. En janvier 2017, il y a un certain préfet au Bénin qui est plus royaliste que la décision qu'on a prise, qui a tout cassé sur son passage. Non, mais ce ne sont pas des prétextes. C'est un prétexte. Souvent, c'est un prétexte de détruire l'architecture économique d'un peuple. C'était l'architecture économique du Bénin? Cotonou, c'est la capitale économique du Bénin. Donc, tous les indicateurs de performance se mesurent à Cotonou. Vous venez... Avec le secteur informel? Tout. C'est Cotonou qui donne l'exemple. C'est Cotonou que tous les sondages
se font à Cotonou parce que c'est la capitale économique. Et comme exemple, je vous donne le rapport d'une business. D'une business tient compte des capitales économiques. Lagos, Cotonou, Lomé, ainsi de suite. Et ce rapport révèle? Ça révèle des choses dont je ne veux pas parler ici parce que ce n'est pas le débat. On y reviendra certainement. Mais je dis aujourd'hui, on a cassé. On a cassé entre janvier et avril 2017. On a tout cassé. On a détruit l'architecture économique du Bénin. En tout cas, pour reconstruire Kasmi Pidjo. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi, ce n'est pas comme ça qu'on construit. Ce n'est pas comme ça qu'on construit. Maintenant, quand ils ont détruit, le peu d'argent dont disposaient donc les ménages, ils l'ont consommé jusqu'à la lisière du premier semestre 2017. Donc, au 30 juin 2017, les acteurs de l'économie ont fini leur caillotte. La conséquence, c'est quoi? En septembre, le taux d'inflation est à 3,5%. Parce que de plus en plus, les gens n'ont plus le moyen, parce que leur activité a été bouleversée. Ils n'ont plus donc les moyens financiers comme cela se faut. Et donc, remonter dans nos marchés, Kasmi Pidjo, le défi reste immense. On n'a même pas encore commencé. Le défi est là et on est en train de faire autre chose. Présentement? Le défi est là. Le défi on est déjà en octobre. Vous avez parlé du point en septembre. Votre revue de presse l'a dit. Un opérateur économique vient encore d'être bouté dehors, hors du Bénin. Il paraît que c'est pour des actes qu'on ne saurait encourager. Dites-moi ces actes. Bon, c'est l'autorité qui l'a dit. C'est vrai qu'on attend encore Dites-moi les actes. Les preuves. C'est facile d'accuser son chien de rage. Le mieux, c'est d'amener le chien chez le vétérinaire pour le soin. Il ne s'agit pas de tuer le chien. Il s'agit d'amener le chien chez le vétérinaire. Si vous êtes aussi courageux d'appeler votre pipeau enragé, prenez-le et amenez-le chez le vétérinaire. Donc moi, je continue pas à dire, nous avons des problèmes. Vous avez posé une question tout à l'heure où je vais donner 2 exemples pour terminer. Oui, 2 exemples. Vous avez dit, pourquoi on se compare à ces pays qui ont réussi économiquement? 2 choses. Un enfant qui veut grandir ne peut que imiter ses aînés. Il ne regarde pas derrière, il ne regarde pas ses cadets. Et donc, on a tout à regarder donc les pays qui ont déjà émergé. Et puisque nous parlons de ces pays qui ont émergé, vous savez, aux États-Unis aujourd'hui, lorsque vous prenez les principales routes qui desservent les grandes villes ou, je ne sais pas, les grands États, c'est construit en béton. Ce n'est pas en bitume. Et lorsque c'est construit comme ça, c'est des réalisations sur des centaines d'années. Parce que le béton... Le Bénin en arrivera là, d'ici là. Quand? On n'a même pas encore rédigé le programme. Et pourtant, au Bénin, nous avons du ciment. Vous en avez la preuve qu'on n'a pas encore rédigé le programme? Dites-moi, quel est le document aujourd'hui, quel est le document qu'on a adressé aux partenaires techniques et financiers pour dire on veut réaliser tel axe de route sur du bitume, sur du béton. Tout ce que nous faisons, c'est sur du bitume. C'est sur du bitume. Nous réalisons nos voies. Et quand les bitumes, du gazole verse sur les bitumes, ça se dégrade. Le second exemple? Le second exemple, c'est les chemins de fer. Vous savez, depuis quand les rails ont été construits dans nos pays, sous l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et pourquoi cet exemple? Vous avez vu, c'est tout récemment, ces rails-là sont dégradés. L'investissement que nos parents, nos ancêtres avaient fait depuis des années 1940, c'est à la lisière de 2000, ces infrastructures. Donc investir dans la durée. Mais c'est de ça que je parle. Et c'est pour cela que je dis, qu'est-ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui pour que nos petits-enfants puissent trouver un héritage, une économie forte? Quelle infrastructure avons-nous réalisée avec 3 500 milliards? Les actuels dirigeants, pour ne pas dire le chef de l'État, a quand même de grands rêves, de grandes ambitions. Il ne cesse de le marteler. Mais qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce que d'aucuns qualifient déjà d'égarement? Alors qu'on a quand même tout ce qu'il faut pour y arriver et réussir. Oui. Ça se trouve dans... Lorsque vous lisez la ligne de fonctionnement, vous comprenez la philosophie qui gouverne l'action. La philosophie qui gouverne l'action, c'est de mettre les premières années à profit pour constituer le trésor de guerre en vue de ce que l'on a entrevu d'aborder plus tard comme la guerre politique. Et d'ailleurs, dans les premières prémices, se trouve dans la volonté acharnée de détruire tous les acteurs économiques à même d'avoir à côté de leur, disons, profil économique des ambitions
politique. Et lorsque vous voyez très bien comment cela a fonctionné, regardez les premières années, mais les premiers mois. Le tout premier conseil des ministres a servi à décider de rembourser le chef de l'État. Non, pas le chef de l'État. En fait, il s'était dit à retirer. Écoutez, si moi, Constantin Amoussou, je dis me retirer d'une entreprise et que je me fais remplacer par mon associé pour être sur mes actions, je demeure encore responsable à travers lui. Et je voudrais ajouter à votre moulin pour dire, jusqu'en novembre 2016, Patrice Talon était encore le PCA de ces entreprises. Je veux qu'on me prouve le contraire. Les documents ont prouvé que c'est à partir de novembre 2016 que Olivier Boko a été le PCA. Donc, il gérait encore les entreprises jusqu'en novembre 2016. Et vous savez pourquoi ils ont fait cela? Non. Mais parce que le chef de l'État, qui a dit ne jamais penser d'abord qu'à lui-même, a tellement pensé à lui-même qu'il s'est permis de prendre en conseil des ministres une décision pour signifier que désormais, les catégories, disons, de fonds publics comme ceux qui découlent des redevances sur les héritages, les cessions de patrimoine ne seront plus frappés d'impôts. Donc, il a exonéré les cessions de patrimoine. Mais parce que lui, il voulait prendre des mesures d'exonération sur les cessions de patrimoine avant de céder ses patrimoines à ses associés et à ses enfants. C'est-à-dire qu'il pense tellement à lui que la part que l'État béninois recevra dans ses caisses sur les opérations de cession de patrimoine, il a préféré d'abord prendre une mesure pour que l'État ne puisse pas le retirer avant que de céder ses actions et de déclarer son patrimoine. C'est ce qui s'est passé en réalité. Pour qu'il soit difficile pour le chef de l'État lui-même, pendant de longs mois, de faire sa déclaration de patrimoine ainsi qu'exigée par la Constitution. Pour finir, on a quand même pu penser que nous serions pour la première fois à un taux de croissance à 2 chiffres. Parce que, à l'appui des mesures qui ont conduit à consacrer des milliards de remboursements au secteur du coton, on a dit que 50 tonnes de coton, ça fait 1 point de gagner sur la croissance économique. Et ils ont déclaré avoir fait 450 000 tonnes de coton. Cela veut dire que nous sommes déjà à 9% de croissance rien que sur la production cotonnière. Mais les chiffres officiels renseignent que notre croissance est autour de 5%. Une déception pour vous. Alors c'est passé où? C'est passé où? Ou alors ils n'ont pas produit 450 000 tonnes, ou alors ils ont produit 450 000 tonnes, mais ils ont détruit dans une proportion très importante les autres filières économiques de notre pays, au point où ce qui a été produit par le coton a été comblé, un vide abyssal laissé dans les autres secteurs de l'activité économique de notre pays. On y reviendra sans doute, mais paiement de salaire sur crédit bancaire, Amos Legbe alerte qu'il est là une question plutôt préjudiciable au mieux-être collectif. Bien sûr, parce que pour un peu expliquer, c'est que vous, Joël, vous êtes locataire et vous allez vous endetter chez Constantin pour payer donc votre loyer. Ce n'est pas possible. Vous devez normalement travailler pour payer le loyer. Vous ne pouvez pas aller vous endetter chez Constantin pour venir rembourser donc votre propriétaire. Quand est-ce que vous allez lui payer, lui? Et donc vous irez le mois suivant chez Casimir pour prendre de l'argent payé à votre propriétaire. Ça fait déjà 2 dettes là. Et donc les banques ne peuvent pas payer les salaires. Je suis d'accord que tous les fonctionnaires de l'État doivent avoir un compte bancaire. C'est autre chose. Le taux de bancarisation serait amélioré au Bénin. On aura beaucoup plus de traçabilité sur la gestion économique du pays. Mais de là, autoriser les banques à payer et que plus tard, on verse ça dans la dette intérieure. Avec quel taux d'intérêt ces banques-là vont nous payer? On ne nous a pas dit. C'est un peu comme si, par exemple, je dis quelque chose. Je prends un exemple. Nous avons 3 milliards que ces banques-là payent. Mais nous ne savons pas si pour rembourser cela, le pays va payer 10 milliards de francs CFA. Donc, en termes de ces dettes-là. Donc, je dis... Le piège peut être là. Le piège peut être là. Et qui vous dit que ce n'est pas les entreprises taloniennes qui sont donc actionnaires dans ces banques-là, où aujourd'hui, on va nous dire les banques sont en train de nous payer notre salaire, mais que... Au retour, c'est les entreprises, c'est les actionnaires de ces banques qui se mettent plein les poches. Donc, moi, je dis oui, le patriarche, il a parlé, il va falloir que nous allions au-delà de ça. Problématique de l'endettement sous la gouvernance talent, un handicap à la croissance économique par rapport au thème. Qu'est-ce que vous êtes tenté de dire?
Je dis, c'est trop doux hein, pour qualifier, pour caricaturer un peu ce qui se passe. C'est bien plus grave. C'est bien plus grave. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que j'invite les Béninois à rester en état de veille. Il n'y a plus de sommeil pour les Béninois si vous voulez que véritablement vos arrière-petits-fils ne payent pas de façon très rigide la dette que ces messieurs auront laissée en termes d'emprunt. Merci à vous. Oui, Constantin Amoussou. Moi, je vais exhorter les acteurs de notre pays à prendre conscience de l'état actuel de leurs concitoyens, de l'état des ménages, de l'état des agents économiques et à sortir de l'économie de quimboiseur, de l'économie de maraboutage. Merci à vous, Constantin Amoussou. Merci, Kasbi Pédio, mesdames, messieurs. C'est vrai, le temps a fait défaut. Ces invités reviendront sans nul doute un autre jour pour un autre développement, pourquoi pas. Ce numéro-ci de 100% Bénin, nous y mettrons un terme sur cette citation du philosophe et poète allemand Friedrich Nietzsche. Puisse chacun, c'est comme une prière, avoir la chance de trouver justement la conception de la vie qui lui permet de réaliser son maximum de bonheur, mais sans pour autant faire souffrir l'autre. Merci pour l'attention. À demain. Oh, monsieur, le téléphone là, c'est pas.